Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième séance du cycle Algérie-France, la voie des objets. Nous nous sommes retrouvés lundi dernier autour du thème de cette année qui est intitulé « Marche citoyenne d'hier et d'aujourd'hui ». En effet, ce thème a été choisi pour faire un écho direct à une actualité forte en cours depuis le début de l'année 2019, bien sûr le Hirak algérien qui est ce mouvement pacifiste de marche citoyenne qui marque notamment et qui investit les rues de la capitale depuis plus d'un an maintenant et que nous souhaitions discuter, documenter en parlant à la fois de la période contemporaine mais aussi des périodes historiques puisque les Algériens n'ont pas attendu 2019 pour manifester dans les rues. La semaine dernière, nous avions commencé dès les années 30 et nous allons repartir de là aujourd'hui. Nous avions plus particulièrement traité des lieux, de ces lieux symboliques investis hier et aujourd'hui dans Alger. Et cette fois-ci, je vous propose de nous attarder plutôt sur les acteurs qui manifestent. Quels sont les individus qui s'engagent dans ces marches citoyennes? On le voit aujourd'hui à travers les photographies et les vidéos du Hirak, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes se manifestent, se mobilisent. Ils sont de toutes les classes sociales, de tous les âges donc. Il convenait donc de nous interroger sur les divers acteurs qui ont pu se manifester dans les années 30 jusqu'aux années 60 dans les précédentes manifestations politiques en Algérie. Nous allons donc commencer ici par une présentation des œuvres présentées en vitrine derrière moi et nous enchaînerons tout à l'heure sur une table ronde qui réunira pour cette fois-ci la journaliste Daïra Dridi qui modérera, animera une conversation entre l'historien Pierre Vermeren et l'écrivaine Maïs Sabé qui nous font tous deux l'honneur de leur présence. Commençons donc maintenant avec une petite mise en bouche, si je puis dire, un retour sur ce contexte des années 1930 dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. En effet, 1930 est marqué par un événement majeur qui est la commémoration du centenaire de l'Algérie, tel que le nomme l'administration coloniale. C'est en réalité donc la commémoration de la colonisation du pays qui débute par le siège et la prise d'Alger en juin 1930. Et je commence par cette période des années 30 puisqu'à l'époque, à travers cette commémoration, mais aussi à travers une autre grande manifestation qui a lieu un an plus tard à Paris, cette fois, l'exposition coloniale internationale de 1931, eh bien, on voit clairement comment sont répartis et strictement divisés à la fois d'un côté les colons, donc les Français installés en Algérie, et de l'autre côté les colonisés. Et faisons maintenant un focus sur cette série de médailles qui se trouve derrière moi pour vous montrer un petit peu la manière dont le pouvoir français, la propagande française, diffuse une certaine image de ces colonisés. On est ici face à un ensemble de médailles commémoratives de l'exposition coloniale de 1931, justement. L'exposition coloniale de 1931 est en effet un événement très important de la capitale. Elle va attirer à peu près 8 millions de visiteurs, c'est évidemment énorme à l'époque, et c'est vraiment un événement qui est perçu à la fois comme une promotion vraiment de l'aura française en Outre-mer, à travers l'ensemble de ces territoires colonisés, une promotion de l'image française qui vient évidemment en opposition avec d'autres puissances coloniales de l'époque, que sont notamment les Britanniques, qui ne participent pas volontairement, qui boycottent l'exposition coloniale. Et donc lors de ces expositions, eh bien, les visiteurs vont être confrontés à un certain nombre de pavillons qui présentent l'ensemble des territoires français d'outre-mer et vont pouvoir acheter et repartir avec des souvenirs. C'est parmi cette catégorie qu'on peut classer cette série de médailles qui nous montre ici différents peuples français et je vous laisserai venir observer de manière plus attentive la rangée supérieure qui nous montre des individus algériens, en tout cas de type arabe, plutôt des populations nomades, certainement touaregs. On a à la fois deux hommes, l'un représenté de face, l'autre de profil, et une femme et son enfant qui sont présentés, qui sont très facilement identifiables dans une sorte d'essentialisation de la figure du colonisé d'Afrique du Nord, qui est une image utilisée et réutilisée dans l'ensemble de l'iconographie coloniale française à l'époque. On est face à une même figure essentialisée du colonisé dans l'affiche à ma gauche, avec, vous le voyez ici, deux figures qui s'affrontent, le colon qui nous tourne le dos, très reconnaissable à son costume, à son casque colonial notamment, et un homme musulman
qui se trouve à l'arrière et qui est quasiment occulté, mis de côté de cette affiche. Cette opposition, on la retrouve dans les statuts individuels qui ont alors cours aux yeux de la loi française en Algérie, puisque les Algériens musulmans sont considérés comme des indigènes et n'ont pas droit à la citoyenneté française à part entière. C'est ce que va tenter de rectifier le gouvernement Blum qui se met en place en 1936, suite à la victoire du Front populaire aux élections législatives, un projet de loi qui prévoit d'accorder la citoyenneté française à une élite, à une frange de la population musulmane en Algérie qui représente 20 000 à 25 000 personnes à peu près, donc c'est minime, mais c'est un premier pas, dirons-nous, face à une plus grande égalité entre les deux parties de la population qui composent alors cette Algérie française. Malheureusement, ce projet de loi ne verra pas le jour, malgré des manifestations et des mobilisations qui ont lieu entre mai et juin 1936 et qui suivent en fait l'exemple des manifestations en métropole. Et pour parler de ces manifestations qui ont lieu à Alger et dans d'autres villes algériennes, j'aimerais maintenant contourner cette première simèse et vous faire découvrir deux dessins qui se trouvent au dos. Donc nous voici de l'autre côté de cette simèse pour découvrir ces deux grands croquis qui sont derrière moi et qui sont du peintre Jean-Désiré Bascoulès et qui représentent des dockers d'Oran. Alors pourquoi je me mets ici pour continuer à vous parler des manifestations et des acteurs des manifestations de 1936 ? Eh bien parce que les dockers, à Alger comme en France métropolitaine, sont partie prenante et très mobilisés sur ces manifestations. Pour la petite histoire, le mot docker vient de l'anglais et n'entre dans la langue française qu'au XIXe siècle. Et c'est à la toute fin de ce siècle, en 1896, que les dockers se fédèrent en une grande fédération nationale. Cette fédération va se retrouver impliquée dans un grand nombre de grèves et de manifestations du monde ouvrier. En fait, aux côtés des mineurs et des marins, les dockers sont ceux qui manifestent le plus fortement. Ils sont d'ailleurs réputés pour leur grande solidarité, due à la dureté de leur travail, la dureté physique, évidemment à la dangerosité des tâches qu'ils ont effectuées sur les ports français. Et ils sont également réputés pour leur grande combativité. Et donc cette solidarité du corps liée à cette combativité fait que dans le milieu politique et syndical, eh bien, ils sont extrêmement investis. Et donc les dockers vont faire partie des manifestants de 1936 à Alger. D'ailleurs, en France métropolitaine, c'est depuis les quais du port du Havre que vont partir et vont se nationaliser les grèves de l'époque. Alors ici, attardons-nous un petit peu sur la personnalité de Bascoulès et le contexte de production de ses œuvres. Bascoulès se rend en Algérie suite à l'obtention du prix de la Villa Abdeltif, qui est un prix qui accorde des bourses de voyage et de séjour aux peintres français, aux artistes français plus largement, qui souhaitent se rendre en Algérie. Cette bourse leur permet d'y résider, de s'inspirer des paysages et des individus qu'ils vont y rencontrer. Et donc Bascoulès se rend en 1925 à Alger. Là-bas, il va s'inspirer de la ville, de ses ports, de son port, de la Casbah également. Il va aussi se rendre dans le sud algérien. Il est connu pour ses paysages à la tonalité assez neutre, qui ne recherche pas le pittoresque, mais plutôt le réalisme de la touche de la lumière du sud algérien. Et donc Bascoulès se fait une vraie réputation en Algérie auprès des autorités coloniales en place. Et en 1930, il obtient le Grand Prix du gouvernement et va à ce titre réaliser un ensemble de décors réalisés dans le cadre de la commémoration du centenaire. C'est notamment le cas du décor des Assemblées nationales, un bâtiment qui existe toujours à Alger aujourd'hui. Un grand décor constitué de 3 panneaux monumentaux sur lesquels il va souhaiter représenter des travailleurs algériens. Ici, en l'occurrence, c'est dockers oranais. Vous voyez là qu'on est face à des études d'anatomie, des études de corps presque nus, très musculeux, qui sont figés dans les poses de travail. On sent l'effort, on sent la force
de ces individus que Bascoulès a ici cherché à mettre en valeur, à valoriser clairement, à désigner comme des forces de la nature et des travailleurs d'importance pour la colonie. Donc, à travers ces œuvres, c'est pour nous une manière de nous raccorder au thème de cette soirée et de l'évoquer à travers évidemment des œuvres artistiques qui ne sont pas en lien direct avec les manifestations qui auront lieu 6 ans plus tard, mais qui sont néanmoins une évocation tout à fait intéressante du contexte de l'époque et d'un artiste qui a marqué son temps, il faut bien le dire, même s'il est un peu oublié aujourd'hui. Et je passe maintenant la parole à ma collègue Florence Udovitz, qui va enchaîner avec les acteurs un peu plus tardifs, les acteurs de la guerre, de l'indépendance et de la voie vers l'autodétermination du pays. Alors, à côté des esquisses au fusain de Jean-Désiré Bascoulès dont vient de parler Camille, eh bien, je vous présente un univers tout à fait différent et tout à fait différent en toute chose, qui est celui de la peintre Baya. Alors, c'est un petit peu une manière un peu de notre part exagérée ou en tout cas outrecuidante que d'introduire Baya dans ce discours. L'idée était véritablement, alors que nous n'en avons quasiment pas d'image, de parler néanmoins de la place des femmes dans tous les mouvements que nous avons pu évoquer et que nous continuons à évoquer ensemble, c'est-à-dire surtout à partir de 1945 et jusqu'à aujourd'hui. Véritablement, les femmes ont joué un rôle tout à fait important, aussi bien en termes de mouvement que de participation et que d'engagement politique. Et il se trouve que dans la collection que nous avons, eh bien, malheureusement, cette participation est relativement invisible. Et c'est la raison pour laquelle, de fait, elle reste un petit peu invisible de manière plus générale. Néanmoins, c'est un peu la raison pour laquelle nous avons souhaité montrer un univers totalement différent qui, d'une certaine façon, présente une autre Algérie d'une femme tout à fait singulière qui s'appelait Baya, qui s'est fait appeler Baya, bien qu'elle ait un nom plus complet, qui est née dans les années 30, en 31, en Algérie, à Fort-de-L'Eau, qu'on appelait à l'époque Fort-de-L'Eau, et qu'on a imaginé faire partie de la génération des années 30, puisque, effectivement, dans ces années 30, naît toute une série de peintres, tels Mohamed Rada, tel Issia Khem, tel Aksou, tel Abdelkader Guermaz, qui véritablement vont constituer la nouvelle école d'Algérie, de peintres algériens. Sans revenir sur cette partie qui serait trop longue à développer, je reste sur ce phénomène Baya. Baya est une fille orpheline qui en fait est élevée dans une famille colon horticulteur et puis qui est remarquée pour sa curiosité sans doute par une des sœurs de cette famille qui elle-même était peintre et qui habitait à Alger. Et cette dame va l'apprendre dans les années 40, donc on est à peu près, elle a une douzaine d'années en pleine Seconde Guerre mondiale, elle l'apprend auprès d'elle, à son service. Et cette jeune fille, cette fillette orpheline, se met à modeler de la terre de manière tout à fait particulière, puisqu'elle semble réveiller tout un univers de contes, de rêves qui lui sont à la fois propres, mais qui semblent renouer avec tout un passé de contes sans doute oraux, de contes d'origine orientale, et qu'elle réveille comme ça avec ses mains. Elle est remarquée notamment par évidemment cette famille, mais qui, par un concours de circonstances sur lesquels je vais être brève, fait qu'elle rencontre le galeriste Aimé Macht, qui va présenter son œuvre en 1947 à Paris, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et là, véritablement, c'est la révélation. Il va y avoir tout un engouement qui va naître auprès d'artistes ou d'écrivains, tels que Breton, qui écrira une ouverture dans le catalogue qui montre toute son admiration et sa curiosité et son caractère un petit peu épaté de voir cette jeune fille qui est analphabète et qui tout d'un coup, semblant renouer avec les entrailles de la guerre, dans une espèce de la terre, dans une vision un peu de primitivisme qu'ont aimé ces artistes,
eh bien, renoue d'une certaine façon avec l'art tel qu'il est au sens premier. Elle va travailler dans les ateliers de céramique Madura à Valoris et elle rencontre Picasso, qui également va véritablement apprécier cet univers que vous découvrez ici, qui est parfaitement fantasmagorique, qui fait naître comme ça des créatures très colorées, très cernées, d'animaux, de femmes, un univers très très féminin, qui est tout à fait propre à Baïa, qui rappelle évidemment les peintres naïfs du début du XXe siècle, mais qui vient vraiment d'Algérie, une Algérie qu'on n'imaginait pas comme ça. On la marie dans les années 50 et elle arrête de peindre pour avoir et s'occuper de ses enfants. Et puis juste après l'indépendance, en 1963, Jean de Maisonseul, qui à ce moment-là, qui est architecte et qui a été formé entre autres dans l'école du Corbusier, mais qui est devenu aussi directeur des Beaux-Arts d'Alger, eh bien Jean de Maisonseul ainsi que sa femme convainquent Baïa de revenir à la peinture, de revenir à la création, et donc elle renoue à cette création qu'elle avait complètement abandonnée pour ses activités privées et domestiques d'ordre familial, et donc elle produit à nouveau. Alors évidemment elle n'a plus l'aura ni l'audience qu'elle avait pu susciter dans les après-guerre, mais néanmoins elle continue son vocabulaire, et c'est une de ces gouaches qu'on voit là, puisqu'elle est datée de 67, que l'on peut voir qu'elle produit donc dans un cadre d'après-indépendance, et qui d'une certaine manière, même si c'est d'une façon tout à fait singulière, quand même revient sur une place évidente des femmes en Algérie. Alors ici, devant ces affiches et devant ces tracts, pour nous souhaitions un petit peu évoquer la diversité des acteurs qui vont s'affronter au moment de la longue guerre d'Algérie ou de la guerre d'indépendance, selon le point de vue qu'on adopte à ce moment-là, et surtout avec cette terminologie qui est parfaitement anachronique, puisque évidemment dans les années 50 on ne parlait pas de guerre, on parlait d'événements ou d'opérations de pacification, et que ça n'est qu'en 99 qu'on a reconnu le terme de guerre à cette guerre d'Algérie ou d'indépendance. En tout cas, on est vraiment dans le moment où il n'est plus du tout question ni de pacification ni d'intégration, mais véritablement de volonté d'indépendance, même si, encore une fois, cette quête d'indépendance est arrivée bien plus tôt, puisqu'au moment des années 30, dans ce moment qui a été le moment sans doute le plus fort, politiquement parlant, de l'Algérie française, puisque à la fois... Évidemment, les Français d'Algérie étaient déjà politisés, mais d'une certaine façon comme la France, mais il y a une montée en puissance des élites musulmanes et surtout une diversité des voix qui s'expriment. Et se noue là une tension entre faut-il rester dans la France ou au contraire faut-il s'en émanciper et demander l'indépendance et donc une nationalité véritablement algérienne. C'est vraiment dans les années 30 et surtout dans l'humiliation, la frustration ressentie à partir de ce moment des festivités du centenaire où les élites se sont vraiment retrouvées écartées, que commencent à émerger des voix, en tout cas avaient déjà émergé des voix qui disaient que de toute façon la solution ne serait pas française, mais petit à petit celles qui pensaient encore à une potentielle intégration dans la France et une citoyenneté française, puisque c'est vraiment ce qui s'oppose, d'abord la quête est celle de la citoyenneté française, mais ensuite finalement petit à petit tout le monde en est rendu au fait avec les divers événements qu'on a pu caler, notamment en 1945 aussi, et avec les massacres de Sétif à l'issue les manifestations en honneur de la victoire française, eh bien, on voit combien basculent les revendications d'une citoyenneté française vers une indépendance algérienne et une citoyenneté algérienne. Alors là, sont regroupées derrière moi eh bien, toutes les diverses, et encore c'est vraiment très 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 réduit, un champ très très réduit, mais simplement pour montrer combien d'abord c'est une période extrêmement complexe qui a connu des moments politiques dans cette guerre, notamment les périodes avec le général de Gaulle qui essaie de voir comment, tout en renforçant l'effort militaire sur le terrain, essaie en même temps de préparer la sortie de guerre et
et surtout de faire accepter cette idée dès septembre 58, qu'on va aller vers l'autodétermination. On ne sait pas encore comment va se préciser cette autodétermination, mais néanmoins, il est acquis, en tout cas pour lui, que l'Algérie ne peut pas rester l'Algérie française telle qu'on la connaît. Mais dans le même temps qu'il y a ce moment politique, il faut comprendre que c'est à partir de 58 aussi un moment où sur le terrain, les efforts militaires déployés par la France seront sans précédent. C'est la raison pour laquelle on voit des tracts derrière moi de la LN, qui est le mouvement, enfin, le bras armé du FLN, redouble aussi, en dépit de sa minorité criante, d'efforts pour continuer à porter l'effort d'indépendance. Donc il y a vraiment, c'est un temps extrêmement compliqué avec des moments militaires très forts sur lesquels je pense qu'il n'est inutile de revenir tant il faudrait vraiment voir dans le détail comment s'articule, mais aussi en parallèle avec ces plusieurs couches que caractérise l'Algérie, d'une certaine façon, eh bien, des moments politiques pour commencer encore une fois à penser l'avenir, et puis aussi des moments stratégiques et économiques, notamment avec le plan de Constantine en 1958, qui est censé aussi amener l'effort sur le plan économique que l'Algérie n'a jamais connu ou attend depuis trop longtemps, qui est véritablement l'effort notamment sur le logement. Il faut se rappeler que dès les années 30, Alger connaît les premiers bidonvilles et que dans les années 58, 50, 60, eh bien la situation est loin de s'être améliorée, bien au contraire. Donc vraiment voilà, c'était simplement pour montrer un petit peu cette émergence dans un contexte extrêmement militaire, de guerre, et bien aussi de soutien, d'essayer d'avoir des solutions politiques portées notamment par la figure du général de Gaulle. Alors pour revenir quand même sur la figure du général de Gaulle, qui est quand même emblématique et pour la France et pour l'Algérie, peut-être quelques mots sur 58, qui est vraiment une année particulièrement importante pour la France et l'Algérie. On est à la moitié de la guerre, pour ce qui est de la guerre entre l'Algérie et la France, mais ça on ne le saura que plus tard. Mais surtout en France, de Gaulle revient au pouvoir et jette avec son entourage les fondations, ce qui va devenir la constitution de la Ve République. Et c'est ce qu'exprime l'affiche en fait que l'on voit derrière, puisque on vote pour cette constitution de la Ve République, non seulement en France, mais aussi dans les colonies demeurant dans l'Empire français. C'est le cas en Algérie, et véritablement, c'est un moment particulier puisqu'une majorité d'Algériens vont voter pour cette Ve République, et De Gaulle va faire un discours qui, d'une certaine façon, reprend le fil de ce fameux « Je vous ai compris » qu'il avait jeté à la tribune à Alger et qui avait suscité à la fois de l'enthousiasme et bien des interrogations. Et il reprend dans cette espèce de discours très très ambivalent à la suite donc de ce résultat plutôt positif pour ce référendum, qui est donc une espèce de synthèse d'une Algérie qui serait française, tout en commençant à imaginer qu'elle pourrait être autre chose et en essayant de rassembler large dans un discours qui pourrait s'adresser à tous sans s'adresser à personne. Et puis dans l'album donc de photographies réunies autour de photographies réalisées par un photographe qui s'appelait Léon Herstrit, eh bien des vues de manifestations dans ce moment mai-juin 58, où notamment on voit toute une diversité dans la population qui se dirige vers l'allocution du général de Gaulle et qui est extrêmement mêlée. Et on voit à la fois les comités de Français qui se réunissent pour aller accueillir le général de Gaulle, et puis en même temps, en parallèle, la population algérienne, notamment à travers les femmes, qui semblent continuer leur vie au quotidien comme s'il ne se passait d'une certaine façon, et d'une manière qu'on peut analyser ensuite justement dans cette espèce de désaveu de la politique française menée, qui font comme si elle vaquait à leurs occupations quotidiennes.